Euh, attention, attention, l'algorithme Camille possède plusieurs inconvénients. Je commence par deux inconvénients majeurs. Eh ben, le premier inconvénient majeur, c'est le choix a priori de nombre de groupes. C'est-à-dire, afin que l'algorithme Camille fonctionne, on doit fournir a priori le nombre de groupes K, qui est un choix qui n'est pas évident. Enfin, on va parler de ça maintenant, là, tout à l'heure. Le deuxième inconvénient majeur, l'algorithme est très sensible à l'étape d'initialisation aléatoire. En effet, chaque initialisation donne un résultat. Le troisième inconvénient, c'est le problème de distance. En effet, les données ne sont pas tout le temps sphériques. Les données peuvent avoir des formes plus compliquées que sphériques. Donc, on ne peut pas toujours utiliser les distances euclidiennes. Bon, dans le cours, vous allez trouver une liste des distances. Bon, je commence déjà par l'inconvénient numéro 1 et comment y remédier. La solution, enfin, et ça c'est un vrai problème. Comment on choisit le nombre de groupes? Malheureusement, il n'existe que deux méthodes empiriques. Il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire une méthode mathématique avec démonstration qui dit, voilà, tiens, tu fais ça, tu obtiens le nombre de groupes. Donc, tout d'abord, on essaye au maximum de comprendre nos données. Donc, dans la partie Data Understanding, dans l'étape Data Understanding de la méthodologie IBM Masterplan, eh ben, tu essaies de tracer tes données, de tracer X2 en fonction de X1. Si c'est possible, hein. Mais le problème, si toi, tu disposes de 30 variables, comment tu vas faire pour tracer ces variables? Est-ce que tu peux imaginer un nuage de points dans un espace de dimension 30? Déjà, essaye d'imaginer dans un espace de dimension 4. Tu ne peux pas. Car nous, on vit dans un espace de dimension 3. Enfin, macroscopiquement, quoi. On essaye au maximum de visualiser les données. Donc, si toi, tu arrives à visualiser les données, tu regardes, tu dis, tiens, il existe 5 groupes. Tu choisis K égale à 5. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, eh ben, tu contactes un expert métier. Imagine, toi, tu travailles dans un supermarché, en retail business. Il y a un expert métier qui travaille avant toi avec des techniques archaïques, mais bon, c'est un expert quand même, de vue son expérience, son expertise. Il te dit, il t'affirme qu'il existe 5 segments de clients. C'est-à-dire, lui, depuis 10 ans, lui, depuis 20 ans, il remarque l'existence de 3 segments de clientèle. Eh bien, toi, tu choisis K égale à 3. Bien sûr, ton choix n'est pas fondé sur une démonstration mathématique, mais fondé sur une expertise. Sinon, il existe une technique qui s'appelle la méthode Hilbo, ou bien la méthode du coude. On va tracer l'inertie intra, c'est-à-dire entre le point et le centre de gravité de chaque groupe. Puis on va sommer à tout le monde. On va tracer la somme des inerties intra en fonction du nombre de groupes. Donc on va remarquer que la courbe va diminuer et puis on va chercher les cassures. Attention, cette méthode, en fait, c'est une méthode empirique. Donc n'attendez pas des miracles avec cette méthode. Voilà, pour qu'on soit d'accord dès le début. Maintenant, afin de régler le problème de sensibilité de l'algorithme à l'initialisation aléatoire, tu as deux choix. Soit tu exécutes l'algorithme plusieurs fois, avec plusieurs initialisations. C'est-à-dire que tu l'exécutes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis tu vas choisir, soit tu fais la moyenne, ou bien tu choisis la meilleure exécution, selon l'inertie. Ou bien, il existe une technique qui s'appelle Camins++. Qu'est-ce que ça veut dire Camins++? Bon, je reviens ici au slide numéro 20. En fait, au début, on ne choisit pas comme ça nos centres de gravité. On va choisir 3 points. On va choisir 3 points éloignés aléatoirement. Par exemple, ce point
et ce point. C'est-à-dire, ces trois centres ne vont pas être générés ici, aléatoirement. Mais sur ce point, par exemple, un autre point éloigné, ce point, un autre point éloigné, ce point. Ou bien ce point et ce point. Et puis, je commence mon algorithme. Et ça permet une convergence rapide et des meilleurs résultats. Bon, allez, voilà, donc techniquement, là, le cours est fini. Je vais vous envoyer un autre document qui contient les formules mathématiques de toutes les distances, d'accord? Après, vous allez trouver un extrait du rapport de Russell-Mead, afin que vous puissiez vraiment faire le lien entre ERP, CRM, BI, ETL, dashboarding, puis machine learning. On va passer directement à l'analyse. Je vous demande donc, s'il vous plaît, voilà, je vous demande d'ouvrir un fichier Jupyter Notebook. On va commencer notre analyse. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Moi, je viens là. Je fais ça. On va pas analyser le fichier. On va pas analyser le fichier client centre commercial. Je répète. Le fichier client centre commercial. Regardez la vidéo que j'ai enregistrée avec l'autre groupe. Je vais changer d'exemple. Aujourd'hui, on va travailler sur la qualité d'un jus d'orange. Alors, bon, là, je vais mettre Markdown. C'est un exemple troublant. Et on ne va pas trouver facilement le nombre de groupes. Et c'est exprès. Vraiment, restez concentrés, vous allez aimer. Donc, analyse, ou bien segmentation, appliquée sur le contrôle de qualité de plusieurs. هما deux fichiers par exemple, صغير ولا كبير. En fait, tu ouvres le fichier .csv, le fichier .ipymb, c'est un fichier Jupyter Notebook qui contient les données qu'on va écrire maintenant. l'écran, c'est bon. Après, ne regardez pas les données pour l'instant. Suivez-moi, suivez mon analyse. Là aussi, c'est compliqué l'analyse des données, donc il faut vraiment suivre un expert, quelqu'un qui a analysé, qui est passé toute sa vie à analyser des données. Donc concentrez-vous. Des segmentations appliquées sur le contrôle de... Bon, je ne vais pas passer encore toute ma vie. Bon. Segmentation appliquée sur le contrôle de qualité de plusieurs jus d'orange. Alors, le fichier s'intitule, je pense... Attends, je vous donne le nom du fichier. Le fichier s'intitule... Attendez... Bon, je supprime ça. Oui, le fichier s'intitule Analysis Orange Just Quality. Okay. Est-ce que tout le monde suit? De toute manière, je vais vous copier les codes ici. Et n'hésitez pas s'il y a des questions. Allez, on commence en fait par, comme d'hab, Matplotlib inline. On va charger les bibliothèques de base. Bien sûr, dans un code. OK, puis on va charger les données. Donc, chargement des données, df, pd, read. Enfin, le fichier, c'est-à-dire orange, c'est un fichier CSV. C'est un fichier CSV. J'utilise un éditeur de texte light. Je trouve que le séparateur est une virgule. Donc, je viens ici. Je fais pd read CSV orange juice. Voilà. Allez. Je fais df.shape. J'obtiens 1599 lignes. Nous avons 1599
99 lignes et 12 colonnes. Et rapidement. Ça. Ah, 12 colonnes. Allez-y, on va essayer de regarder ces colonnes. F.head. Regardez. Voilà les colonnes. Fixed acidity. Enfin, un jus d'orange et acide. Volatile acidity. Citric acid. Residual sugar. Chlorides. Free sulfur. Enfin, il y a du sucre. Enfin, qu'est-ce qu'on remarque? pH, sulfate, fructose, quality. Qu'est-ce qu'on remarque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, 12 colonnes. Il existe, enfin, ça c'est pour head. Je fais til. Bon, pareil. J'obtiens les 5 dernières lignes. Pareil. En fait, ça, c'est pareil. Hein. Bon. En fait, c'est deux commandes de manière séparée. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a que des données numériques. Hein. Très bien. On n'est pas obligé d'encoder des variables qualitatives. Il y a uniquement des données numériques et c'est bien. Par contre, quand je regarde quality, bon, je fais df.columns, j'obtiens la liste des colonnes. Question, que représente quality? Que représente quality? Par rapport au pH? Non, le pH c'est autre chose. Le pH c'est 3,45. C'est un pH acide. Hein. Bien sûr, un jus d'orange est acide. Très bien, Asma. En fait, c'est la variable cible, lui, c'est la variable cible. C'est une variable cible. En effet, quand tu regardes quality, hein, après, on ne va pas s'amuser vraiment à regarder tout quality, car il y a 1500, à peu près 1500. On va dire 1500. 1500 lignes. Si tu fais unique, tu obtiens 5, 6, 7, 4, 8, 3. Et on va compter, il y a combien de catégories dans quality. Nous avons 6. C'est-à-dire, chaque ligne ici représente un jus d'orange. D'accord? Ce jus d'orange a été testé, a été déjà analysé. Nous avons analysé dans un laboratoire chimique, dans un laboratoire de chimie, son acidité. Nous avons analysé la quantité de sucre, fructose, total sulfur dioxyde, sa densité. C'est une variable physique, hein, la densité, son pH avec un pH mètre. Après, ma question maintenant, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on est obligé d'avoir des connaissances en chimie afin de réaliser l'analyse? Bien sûr que non. Enfin, des connaissances en chimie et en physique peuvent nous aider. Peut-être, si on trouve un pH négatif, on va dire, tiens, le pH est négatif, c'est un peu bizarre. Si on trouve un pH égal à 0, on va dire bizarre, hein, c'est-à-dire un jus d'orange ou bien on trouve un pH basique, un jus d'orange avec un pH supérieur à 7. Peut-être c'est intéressant, mais de manière générale, ça c'est la force de l'apprentissage automatique. C'est-à-dire, même si toi, tu ne disposes pas de toutes les connaissances métiers, mettez sur cette phrase en fait 2 lignes rouges. Même si toi, tu ne disposes pas de toutes les connaissances métiers, d'un métier donné, tu peux quand même réaliser des analyses et sortir des informations utiles. Ça, c'est la force de l'apprentissage automatique. D'accord? Donc, bon, je vous explique. Là, vous êtes un peu choqué. Vous allez me dire, eh ben, est-ce qu'on est vraiment dans un apprentissage non supervisé?
Bon, je vais vous montrer un autre fichier. Le fichier que j'ai analysé lundi avec vos amis, client centre commercial. Je vais afficher les fichiers. Enfin, DF1. Regardez. Là c'est un fichier issu du retail business. Vous avez aussi ce fichier. Hein, je l'ai envoyé lundi. Donc, vous avez le Customer ID, puis nous avons 4 colonnes inconnues. Bon, cette colonne, c'est clair, c'est une colonne mâle-femelle. Par contre, les 3 colonnes qui restent, ce sont des colonnes inconnues. Donc, ici, il n'y a pas de variable cible. Vous allez me dire, tiens, il n'y a pas de variable cible, très bien, bam, apprentissage non supervisé. Mais là, dans notre fichier à nous aujourd'hui, les colonnes sont connues. Et quality, comme elle a dit Asma, est une variable cible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui peut me dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on fait pour transformer ces données à des données interprétables avec l'apprentissage non supervisé? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un exemple réel. Hein? Allez, concentrez-vous et dites-moi. Nous avons un fichier, nous avons des données contenant une variable cible. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui ont goûté ces 1600 jus. Ils ont goûté le jus d'orange numéro 1. Ils ont goûté le jus d'orange numéro 2, le jus d'orange numéro 3. Et puis, ils ont donné une qualité pour chaque jus d'orange. La qualité varie entre 3 et 5. Donc, on peut considérer que quality est une variable cible discrète. Normalement, ce fichier est destiné à faire une classification. Maintenant, je vous demande, comment on fait pour transformer ce fichier en un fichier apprentissage non supervisé? Qu'est-ce qu'on fait? Quality. Voilà, on supprime la variable cible quality. On supprime, voilà, c'est-à-dire on va vraiment supprimer cette variable cible quality. Donc, afin de pouvoir appliquer l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire les algorithmes de segmentation, il faut supprimer quality. Voilà. Allez. Sinon, c'est pas logique. Donc sinon, par rapport au fichier client centre commercial, il n'y a pas de variable cible. Si directement tu appliques les algorithmes de segmentation. OK. Juste, j'ai voulu bien évidemment travailler avec cet exemple réel afin de juste vous dire que oui, on peut transformer un fichier destiné à une régression ou bien à une classification en supprimant la variable cible vers le fichier devient suitable, c'est-à-dire adéquat à un apprentissage non supervisé. Bon, je vais supprimer ça déjà et je continue mon analyse. Donc je fais df info. Nous avons à peu près 1599 lignes, 12 colonnes. Heureusement pour nous, toutes les colonnes sont numériques, réelles, des flottes. Et il n'y a pas de variable, il n'y a pas de données manquantes. Regardez, il n'y a pas de données manquantes. 1599 partout. Et le fichier fait 150 kilos dans la mémoire. Bon, ça va. Ça ne fait pas vraiment des dégâts. Hein. Allez, je viens ici. Je fais PD. Bon, allez, on va commencer par une analyse descriptive, par la statistique descriptive. Bon, je fais df.describe, sauf qu'il s'agit de 12 colonnes. Je fais pointer. Bon, je vais zoomer un peu. J'ai inversé hein, avec pointer, j'ai calculé la transposée. Donc là, j'ai le nombre de champs remplis, pas de valeur manquante. La valeur moyenne, écart type, min, quartile Q1, médiane, quartile Q3 et max. Bon, là, 8, 7,9, 0,5, 0,52. Je sais pas moi. Qui a fait un peu de chimie
dans les 5 années passées, les 5 ans passés. Enfin, presque personne. Vous venez uniquement de formation en économie et en gestion. Bon. 5 ans, oui, monsieur. 5 ans, oui. Quand vous... Bac science, ok. Juste Bon, le bac, là, chimie. Tu as chimie. Mais quand moi je te dis ici, le pH égale 3,13. Non, mais voilà. Donc, enfin, on est en train. Vous êtes choqués ce matin. On est en train d'analyser un fichier contenant des données chimiques et on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire pH, qu'est-ce que ça veut dire chloride, qu'est-ce que ça veut dire densité. Bon, allez. Donc là, je vous conseille de favoriser quoi? De favoriser les courbes. Essayez de tracer le maximum de graphes afin de faciliter l'analyse. Parce qu'on n'est pas des experts métiers en chimie. Allez, PD, plotting, scatter matrix, BF. Allez, directement fixe size, 10,10. Quand je lance, on voit le code. Je lance une deuxième fois. Sort de vous montrer que l'analyse n'est pas facile. Et on va se tromper sur le nombre de groupes ici. On va se tromper. Voilà, regardez. Donc on obtient ça. Enfin, quand même, 12 colonnes, 12 variables. C'est pas facile. Bon, je peux quand même faciliter la tâche. Enfin, laissez-moi faire matplotlib qt. Matplotlib qt. Je vais exécuter ça 3 fois. Puis, bon, je ne perds pas mon temps, je fais C égale F quality. Bon, je vais quand même utiliser les informations qui se trouvent dans quality. Bon, déjà, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux. OK, je vous envoie le code. Regarde, toi, tu dois faire le matplotlib qt, la commande magique, dans une cellule à part. Essaye d'exécuter ça 3 fois ou 2 fois. Je ne sais pas ce que tu as le bug comme moi ou pas. Et puis, exécute-moi PD plotting scatter matrix avec C égale à def quality. Allez, on va interpréter. Regardez. Donc, sur la diagonale, nous avons les histogrammes. OK. C'est pas clair du tout. Enfin, 12 colonnes. Bon, nous avons ici, on a combien de classes? Dans Quality, nous avons 6 classes, d'accord? Donc, nous avons aussi, en totalité, nous avons 6 classes. Après, à un moment donné, on va supprimer Quality. Donc, on va parler plutôt de groupe. La densité, c'est une variable. C'est soit 0,99, soit 1. 2 valeurs. Après, là, on va dire, tiens, c'est une loi de qui 2, loi de qui 2, qui 2. Là, peut-être c'est une loi exponentielle. Là. Le free sulfur dioxide, une loi exponentielle décroissante. Total sulfur dioxide, loi exponentielle décroissante. Là, c'est clair et net, c'est une loi de qui 2. On peut quand même, enfin, pour le pH, ne dites pas une loi normale. Bon, je regarde quand même Quality. Mais ça reste, encore une autre fois, regardez les couleurs jaunes qui virent jusqu'à la couleur violet. On voit l'existence d'un interchevauchement. Il y a quand même beaucoup d'interchevauchement entre les différentes couleurs, les différents points. Enfin, est-ce que vous êtes en train de voir, bon, là, peut-être il y a une régression, et regardez, là, il existe une corrélation entre acidité.
Oui, oui, Omar, oui, dis-moi. ما فهمتش مسيو سي est égal à df quality هذيك اش تعمل في الكود ما Ah, فهمتش ça permet de colorier, ça permet d'avoir ces couleurs. Ça permet vraiment de couleur par voir rapport à quoi par rapport à DF quality. C'est-à-dire si c'est jaune, c'est-à-dire la qualité égale à 8. Si c'est vert, vert jaunâtre, c'est 7. Sinon, c'est 6, 5, 4 et 3. D'accord? اه باهي اوكي Ça permet d'améliorer la visualisation. Alors, je pense que, regarde, c'est mieux que ça. Hein. C'est mieux que d'avoir vraiment des taches bleues, des nuages de points bleus partout. Et tu ne peux pas distinguer entre les. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Le fichier contient une variable cible. Profites-en. Le fichier contient une variable cible. Et bien, j'utilise cette variable cible pour colorier mes points afin de comprendre mieux mes données. Je suis dans la partie Data Understanding. Bon, allez, je vais supprimer le QT. Hein. Je reviens à Inline. Puis, je viens ici. Est-ce que ça marche? Dites-moi, ça marche chez vous, le Matplotlib QT? Et est-ce que la figure sort de l'éditeur? اي مسيو DF list, je fais fix size 10, 10, enfin, allez, 10, 10. Exécute, bon, 2 fois. Enfin, je vous donne ça. Enfin, je vais tracer les histogrammes, regardez. Bon, par rapport à la densité, il y a beaucoup de jus ayant une densité égale à 1 et quelques jus ayant une densité égale à 0,99. Okay? Puis, là, sur la variable fructose, enfin, c'est comme si il s'agit d'une loi exponentielle décroissante. Pour moi, c'est une loi exponentielle décroissante. Enfin, un peu décalée, hein, un peu décalée, au lieu de 0, un peu décalé. Quality aussi, enfin, pour free sulfur dioxide. Là, pour regarder le pH. Pardon, regardez le pH. Le pH, c'est une loi normale. Le pH, c'est une loi normale. Symétrique, quand même, hein. Le pH est symétrique. Par contre, fixed acidity n'est pas normal. C'est une loi, moi je dirais loi de qui 2, loi log normale. Après, je suis en train d'analyser, hein, je suis en train d'analyser et de sortir des interprétations. Bon, regardez qualité maintenant. On trouve peu de jus d'orange ayant une qualité 3. Puis, la majorité entre ces jus, c'est soit 5, soit 6. Et 7 et 8, c'est une minorité. Aussi 4. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut considérer que dans notre base de données, il existe 6 groupes? Est-ce qu'il y a vraiment 6 groupes? Regardez, quand moi, je vous trace DF quality, ist, fix size, allez, je vais l'écrire. Bon, attendez, je vais l'écrire. Fix size égale à 10,10. Si je trace ça, bon, je mets un point virgule. Bon, qu'est-ce que tu remarques? Non, pourquoi fix size 10? Bon, je vais supprimer fix size 10, c'est pas bien. Enfin, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que nous avons quand même, allez, en utilisant le vocabulaire de l'apprentissage supervisé, nous avons une classe minoritaire. La classe 3 est minoritaire. La classe 4 aussi. La classe 7, la classe 8 est minoritaire. Par contre, 5 et 6 sont majoritaires. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à distinguer 6 classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire après, quand on va appliquer K-means, est-ce qu'on va finir par avoir vraiment une cassure au niveau de n égale à 6?
Normalement, أقل monsieur خاطر Enfin, من ياخذ je sais pas, je sais pas. Mais juste, n'oublie pas. Rahou, c'est à toi, c'est à nous de fixer le nombre de groupes. Pourquoi je fais toute cette analyse, hein? Pourquoi je trace les... pardon, c'est où le truc là? Ah non, il est disparu. Tout a disparu. Bon, bref. Pourquoi j'ai tracé tous ces nuages de points et tous ces histogrammes? C'est afin de comprendre. Mon but est de trouver qu'un. Bon, après, on va utiliser la méthode Hilbo. Mais, mais la méthode Hilbo est empirique. Bon. Allez, je continue mon travail. Donc, même si la variable quality nous informe de l'existence de ces groupes, eh ben, nous avons 1, 2, 3, 4 groupes minoritaires et 2 groupes majoritaires. Tu regardes ici, toi, tu regardes les nuages de points. Bon, c'est trop mélangé. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment une grande distinction. Il n'y a pas de distinction entre les groupes. Pour dire, tiens, il existe 5 groupes, il existe 4 groupes. Mais n'oubliez pas, la variable cible contient 6 classes. C'est un indicateur important. On va dire K est égal à 6. C'est clair? On va supposer, grosso modo, que K est égal à 6. On va travailler aux alentours de 6. Ok, allez. Donc, je viens ici. Je choisis X. Donc, X, c'est df. iLock. Point 0, moins 1. Voilà mon X. Donc, mon X ne contient pas quality. On va travailler avec, c'est-à-dire on va supprimer la variable cible. Laissez-moi venir ici et je dis suppression de la variable cible. Voilà. Allez, on va travailler sur X. Dites-moi, c'est quoi le problème ici? C'est quoi le problème ici avec ce X? Attendez, je dois apparemment... Ok, allez, dites-moi, c'est quoi le problème avec ce X? X contient beaucoup, on remarque que X contient plusieurs variables. Voilà. C'est la malédiction des grandes dimensionnalités. Des grandes dimensions. Toi, tu peux tracer les 1600 jus dans un espace de dimension 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est compliqué. On peut pas faire ça. On peut pas imaginer dans un espace de dimension 11. C'est quoi la solution? Échantillonnage, يعني. Non, c'est pas l'échantillonnage. L'échantillonnage, attention, c'est pas un... LCP, normalement, on peut penser à appliquer une ACP. Pourquoi appliquer une ACP? C'est pour trouver les deux premières composantes. La composante principale, une composante principale et une deuxième composante principale, qui vont m'expliquer peut-être 80% de l'information. On va voir, d'accord? Ok. Donc, X contient plusieurs variables. On peut travailler directement avec X et donner ça à l'algorithme K-means. Bon, écoutez, on ne va pas appliquer pour l'instant K-means. On ne va pas appliquer, pardon, ACP. Je vais travailler en aveugle. J'avoue, nous avons 11 colonnes, oui. On commence à sentir cette malédiction des grandes dimensions. J'arrive pas à tracer une variable en fonction d'une autre variable, comme dans le cours.
pour avoir le groupe. Déjà, nous avons des groupes minoritaires et des groupes majoritaires. Ça commence mal, hein? Et ça, c'est la vérité. Toi, à notre jour, quand tu vas analyser des données dans une entreprise, eh ben, les vraies données sont trop compliquées. Hein. Ce ne sont pas les bases de données pédagogiques. B. Donc, X contient plusieurs variables. Allez, on va travailler techniquement. Techniquement, on doit appliquer une ACP. Si je travaille correctement, je dois appliquer une analyse par composante principale ou bien appliquer un autre algorithme de réduction de la dimensionnalité. TISNI ou bien UMAP. Il existe minimum 10 algorithmes de réduction de dimensionnalité. Mais bon, là, je vais travailler d'une manière erronée. Je vais travailler sur X et on va voir le résultat. Allez, regardez. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on va passer à la partie préparation des données. Préparation des données. Donc, je change le code ici vers Markdown et j'écris avant d'appliquer l'algorithme means, il faut absolument changer ou bien unifier l'échelle de toutes les variables. On parle donc d'une remise à l'échelle. En anglais, rescaling. D'accord? Il faut appliquer un rescaling. Le rescaling le plus simple, eh ben, c'est quoi? Consiste tout simplement dans soit x, une variable, enfin, je vais mettre plutôt petit, soit x, une variable aléatoire, et z, une variable aléatoire, entrée réduite. Donc, z égale à frac, crayon latex, hein, x moins mu divisé par sigma. Bon, voilà. Donc, on va appliquer cette formule. C'est-à-dire, on va supprimer la valeur moyenne. Attention, c'est du latex, hein, mettez ça dans Markdown. On va supprimer la valeur moyenne et on va diviser par l'écart-type. Donc, standard scale. Autrement dit, je reviens à describe. Regardez-moi, Max. Tu peux pas, avec l'algorithme Camine, c'est un algorithme basé sur des distances. Tu ne peux pas mélanger des variables qui varient entre 6 et 290, disons 300, avec d'autres variables qui varient entre 0,9 et 1. Avec d'autres variables qui varient entre, enfin le pH, il varie entre 0 et 14. Avec l'acidité entre 8 et 15. Volatile acidity, 0,5 et 1,5. La valeur minimale, 0,12 et 1,5. L'algorithme Camille ne marche pas. L'algorithme Camille est basé sur le calcul des distances. Donc, tu ne peux pas garder la variable salaire qui varie entre 0 et 1 milliard de dollars avec la variable âge qui varie entre 0 et 100. Il faut ramener les variables à la même échelle. Sinon, l'algorithme Camille va te donner du n'importe quoi. Ça, c'est une erreur très, très connue. Hein. Attention. Attention. Allez. From escalier. Non, on va faire ça directement. Hein. Regardez, je prends X. Je l'appelle XSS. Je fais X moins. N'oubliez pas que X, c'est un data frame hein, pour l'instant. Moins min. Je divise par écart-type. C'est nouveau, hein? Ça, c'est nouveau pour vous. C'est la première fois que j'utilise cette formule avec vous. Regardez,
En fait, ça, c'est X. Monsieur, مستنسين في الإير juste في commande نعمل normalisation des données. Non, non, le problème, écoute, c'est pas la technologie, c'est pas la technologie. Mais ok, après, écoute, après, avec R, dis-moi, combien de lignes tu as analysé avec R? Donne-moi le fichier le plus grand que tu as analysé. Est-ce que tu as analysé, Non, le fichier, est-ce que tu as analysé 1 giga? Est-ce que tu as analysé 1 giga avec R? 2 gigas avec R? Hein? لا لا Ah, ben, essaie. Il y a un chat, quoi. Il y a un chat qui miaule. سامحني مسيو عندي زوج قطات في البيت معايا في البيت. Ben, ok. Allez, Omar, mais arrête. Bon, essaie d'analyser 2 gigas de données avec R et après, on va parler. Bon, je fais Xmin. J'obtiens les valeurs moyennes de toutes les variables. Je fais STD. J'obtiens les écarts types. Donc, avec cette ligne, j'obtiens XSS. Tu vois, XSS, en fait, ils sont très réduits. Ils sont très réduits. Maintenant, je fais East. Je fais quand même East. Bon, je répète. Regardez, quand je fais XSS.East, j'obtiens ces histogrammes. Quand je fais X.East, je dois exécuter ça 2 fois, j'obtiens des histogrammes. Les histogrammes possèdent la même forme. C'est-à-dire, la standardisation des données, je supprime la valeur moyenne, je divise par l'écart type, ne change pas la forme des histogrammes. Est-ce que c'est clair? Regardez par exemple le pH. Regardez le pH ici. Enfin, après, tu peux zoomer. Hein. Toi, tu peux zoomer et tu peux vérifier. Tu peux vérifier et tu peux zoomer. Bon, après, tu peux faire ça. Bon, bref. Maintenant, je vous pose une question, hein, si vous suivez avec moi. Pourquoi la transformation X moins mu sur sigma ne change pas la forme des histogrammes? Pourquoi cette information, disons, garde cette information? Quand tu as justement la scaling, va mettre information perdue. Oui, pourquoi? Car c'est une transformation. Regardez bien. Écoute, on voit sigma à gauche. X est égal à sigma Z plus mu. C'est une transformation linéaire. C'est une transformation linéaire. Attention. Hein. Transformation linéaire. Donc, on ne change pas la forme de l'histogramme. Et cet histogramme peut représenter après une densité de probabilité. Bon, ok, donc c'est bon, j'ai XSS. Allez, je passe maintenant à l'échantillonnage aléatoire. Donc, échantillonnage. Comment ça s'écrit? J'ai oublié. Bon, random sampling. J'ai oublié comment ça s'écrit. Donc, random sampling from. Oui, oui. Mais en fait, je suis un peu from Tikatir pour un modèle selection. Comme d'hab. On va faire import, train split. Puis, xtrain. Xtest, hein, c'est nouveau. Hein. Avant, on travaille toujours avec YTrain, YTest. Donc, XSS, size égale à 0,2, 20%. Et random state égale à 1. Bon, je fais ça. Enfin, je suis en train de travailler sur un projet où toutes ces fonctions, je les implémente avec Python, hein, fonction par fonction. On va faire ça après. Bon, regardez. Donc, on va vérifier. Donc, xtrain, comme d'hab, il faut vérifier. Shape. Xtest. Shape.
Pardon. Donc, nous avons, et je fais quand même print XSS. Il faut que je mette un point. Regardez, donc au début, XSS contenait 1599 jus. Je divise mon échantillon, ma population en deux échantillons, 320 jus et 1279 jus. Sur aléatoirement. Hein. Allez, maintenant, allez-y. On va fixer, on va choisir K. On va choisir K. Donc, j'utilise la technique Hilbo méthode. Allez, application de la méthode Hilbo. Hilbo. À cet égard, je vais appeler l'algorithme K-means qui se trouve dans le sous-module cluster. Puis, j'instancie un modèle. Okay. Bon, je vous montre quand même le modèle. Hein. Regardez. Voilà. Donc, modèle, c'est un objet, ou bien c'est une instance de la classe K-means, K majuscule. Il s'agit d'une classe par convention. Donc, dans modèle, nous avons plusieurs paramètres. Techniquement, on dit attributs. Donc, il y a l'initialisation K-means ++, le nombre maximum d'itérations 300. C'est-à-dire, toi, tu peux mettre 500, mais je ne te conseille pas de toucher à ça. Si tu veux augmenter la précision, tu peux mettre 400, mais ça va prendre plus de temps, 500, 1000. Attention, le nombre de clusters par défaut égale à 8. Nous, on ne veut pas de ça. On veut fixer le nombre de clusters, par exemple, imaginons à 6. Comment tu fais? Je viens, pendant l'instanciation, je mets number of clusters égale à 6. Regardez, ici, là, eh ben, c'était 8. C'est 8 ici. Regarde. 8 devient 6. Le nombre de classes que c'était 8, maintenant il devient 6. Attention. Voilà comment on instancie correctement notre algorithme de K-means. Bien sûr, je peux aussi jouer sur les distances. Je peux jouer sur le nombre de cœurs. Hein. J'envoie le calcul sur 4 cœurs, 5 cœurs, et ainsi de suite. Sur la tolérance et sur le random state. L'algorithme de K-means contient aussi des initialisations aléatoires. Donc, je peux aussi fixer le random state, sorte de fixer le résultat dans la classe. D'accord? Bon, je ne vais pas faire ça. Bon, c'est bon, vous avez compris comment ça fonctionne l'algorithme K-means. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais définir une liste vide, puis, à l'aide d'une boucle, je commence à explorer mon espace de phase. Je vais choisir 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, 6 groupes. Je peux aller, par exemple, jusqu'aux 12 groupes. Allez, on va aller jusqu'à 12 groupes. Je mets 13 alors. Puis, je fais modèle est égal à K-means number of clusters égale à I. C'est-à-dire, à chaque fois, je choisis un cas, puis j'ajuste mon modèle. Je veux travailler sur tous les données, sur le grand lot, hein, XSS. Mais attention, sur mes données standardisées, et non pas les données non standardisées. Une fois que je fais ça, je fais modèle inertia, j'envoie l'inertie du modèle dans L, avec append. Bon, je vous envoie ça quand même. Donc, attention à l'indentation, hein, attention à l'indentation. Mabrouk Ali, Ali, j'ai pas compris ta question. Tu m'as dit, on travaille avec data après scaling.
Non, j'ai travaillé avec XSS, c'est-à-dire avec les données standardisées. X n'est pas standardisé. Bref, je continue. Donc, je lance ici le calcul. Puis, allez, on va tracer PLT plot range 2,13. Puis L, on va choisir par exemple green, square, tiré. Je mets un point virgule, je lance. Je tiens ça. Allez, dites-moi s'il vous plaît. Où se trouve la cassure? Faites 4, monsieur. Ouais. Bon, allez, bon, on va améliorer. On va améliorer un peu. Regardez. Je J'ai 6, monsieur. PLT X label, nombre de groupes. PLT Y label. Un exemple réel. Inertie. Somme des inerties intra. PLT title, c'est-à-dire méthode, bien en anglais, elbow méthode. Puis je fais PLT grid, PLT X, range 2,13. Bon, je mets quand même un point virgule. C'est joli, hein? C'est mieux, normalement, c'est mieux. Bon, je vous envoie le code. Oui, bien sûr, Mabrouk Ali. Ali, tu fais c'est-à-dire l'échantillonnage aléatoire, tu le fais avec les données standardisées. Allez, regardez maintenant. Ok, mais regardez. Combien de groupes? Dites-moi, combien de groupes ici? 2. On peut pas dire deux. On peut pas dire deux. En fait, regardez, là, l'inertie passe de 14 000, 13 000, de 14 000 à peu près 12 000, entre 2 et 3. Donc, on gagne à peu près 2 000. Enfin, c'est plus que ça. 14 500 jusqu'aux 12 500. Donc, on gagne 2 000 quand même. Puis, de 3 à 4, on gagne combien? Ça diminue 12 500, 11 000. Donc, 1 500. Il existe en fait une cassure à peu près au niveau de 5. Mais la diminution, bon, regardez, entre 11 et 12, la diminution, elle est faible. Entre 10 et 11, la diminution aussi, elle est faible. Bon, regardez, je vais augmenter le nombre de groupes et on va voir. Je passe à 20 groupes. Je lance le calcul avec 20 groupes. Ça va prendre plus de temps. Je viens ici, je mets 21. Oui, 21. Voilà. Donc, entre 19 et 20, la diminution, elle est faible. Entre 18 et 19 aussi. Enfin, pourquoi moi, j'ai envie de travailler au voisinage de 6, d'après vous? Car quand j'ai regardé mon fichier initial, je trouvais l'existence de 6 classes. N'oubliez pas qualité. Mais avec ces classes, ces 6 classes n'étaient pas majoritaires. Hein. Il y avait une grande disproportionnalité entre ces classes. 4 classes minoritaires, 2 classes majoritaires.
Donc, enfin, 4 classes minoritaires, on peut fusionner 2, 3 et 4. On peut fusionner 8 et 7. On va dire, tiens, il existe 4 groupes. Donc, la méthode ELBO est un peu problématique. Bon, c'est quoi la solution? On va dire, peut-être, le fait d'avoir, regardez, plusieurs colonnes, plusieurs variables, fait que l'algorithme Camille se déstabilise. Et ça, c'est une réalité. Les algorithmes basés sur des distances, comme Camille, comme KNN, se trompent quand le nombre de dimensions augmente. Quand les dimensions augmentent, 12, 13, 20, 300, la malédiction des grandes dimensions, ces algorithmes se déstabilisent. Donc, la solution, on va appliquer une ACP. Allez, on va appliquer une analyse par composante principale et on va voir, on va essayer de résumer les données et supprimer le bruit et on va appliquer notre méthode ELBO pour voir est-ce que c'est vraiment au niveau du 6 ou pas. Est-ce que c'est clair? De toute manière, il est impossible, avec 11 variables, il est impossible de tracer les données. On ne peut pas représenter les points dans un espace de dimension 11. C'est impossible. Déjà, essayez d'imaginer des points dans un espace de dimension 4. Donc, application d'une analyse par composante principale. Donc, je lui dis from escalier. Puis, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié où se trouve l'algorithme ACP. Quoi ça? L'ACP. Ah, decomposition. Allez. Enfin, on est pour 10 minutes, hein. Attendez, hein. Restez. On est pour 10 minutes. Est-ce que vous avez cours après moi? Oui, non? Non, monsieur. Non, B. Donc, from scikit-learn.decomposition, on va charger PCA pour Principal Component Analysis. Je vais instancier mon PCA. On va appeler ça allez, on va appeler ça en français ACP égale à PCA. À l'intérieur de PCA, nous avons le nombre de composantes. En fait, nous avons 11 colonnes. Allez, on va choisir 11 composantes. À partir d'une matrice rectangulaire, 11 colonnes, 11 variables. On va fabriquer la matrice de variance-covariance. D'accord? Puis, on va calculer les valeurs propres. On va finir par 11 vecteurs propres. D'accord? Donc, ça c'est bon. ACP. Bon, j'exécute ça déjà. Laissez-moi quand même vous envoyer. Est-ce que je vous ai envoyé ce code déjà? Oui. Et je vous envoie ce code de l'ACP. Bon, je vous rappelle juste. ACP fonctionne de deux manières avec Python. Soit tu fixes la quantité d'informations. C'est-à-dire, toi, tu vas me dire, tiens, moi, je veux synthétiser les données à 90% d'informations. Donc, tu mets 0,9. Après, l'ACP va faire le calcul et va te donner uniquement les composantes qui t'offrent 90% d'informations. Tu peux mettre, par exemple, 80% d'informations. Tu peux dire, moi, je suis satisfait avec 50% d'informations. C'est clair? Sinon, l'ACP fonctionne aussi avec le nombre de composantes. Tu peux choisir 2 composantes. Tu peux choisir 3 composantes. Moi, je fais quoi? Je choisis, en fait, je prends un nombre de composantes égal au nombre de variables. Un nombre de colonnes, bien sûr. J'instancie. Maintenant, je fais ACP fit transform sur, bien sûr, XSS. Attention,
il faut appliquer l'ACP sur des données standardisées. Je supprime, c'est-à-dire la valeur moyenne. Il y a une école qui dit qu'il faut supprimer la valeur moyenne. Il y a des gens qui suppriment la valeur moyenne et qui divisent par les quartiers. De toute manière, XSS ici, c'est standard scale. Moins valeur moyenne divisée par les quartiers. J'envoie ça vers XACP. Laissez-moi appeler ça XACP. D'accord? Puis, j'ai besoin de l'explained variance ratio. Allez, regardez. Regardez-moi ça. Allez, on va parler. Donc, l'idée est simple, hein, l'idée est simple de l'ACP. Je prends XSS. On prend XSS. C'est une matrice rectangulaire. 11 colonnes. Je fabrique la matrice de variance-covariance. Alors là, je vous donne la version la plus simple de l'ACP. Variance-covariance. Je finis par une matrice 11-11, une matrice carrée. Je trouve les valeurs propres de cette matrice. Je trouve les vecteurs propres de cette matrice. Et puis, je prends la valeur propre la plus grande, je la divise par la somme de toutes les valeurs propres. Je trouve ça. Donc, la composante numéro 1 explique 25%, enfin 26% de l'information. La composante numéro 2, c'est 17%. Et puis, composante 3, 14%. La composante 4, 10%. Allez, on choisit combien de composantes ici? Soit tu prends une calculatrice et tu commences à compter, tu vas dire ça, plus ça, plus ça, et tu t'arrêtes à 90%. Ou bien, on fait autrement. Sinon, par exemple, on veut le nombre de composantes qui nous assure 90% d'informations. Je viens ici, je mets 0,9, je lance. Allez, on va compter le nombre de composantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'aurais dû faire shape. Voilà, 8. Bon, quand même, je vous envoie ce code. C'est-à-dire, avec 8 composantes, je peux expliquer 80% d'informations. Je peux reproduire, 80% d'informations. C'est clair? Bon, on va travailler avec 8 composantes. Maintenant, regardez-moi XACP. XSS, c'était 11 colonnes. 11 colonnes. Regardez XACP. XACP.shape contient uniquement 8 colonnes. Et ça ne sert à rien de représenter ces colonnes. Ce sont des colonnes synthétiques. Hein. C'est-à-dire ces 8 colonnes, ont été fabriquées à partir des 11 colonnes. Bon, donc j'ai mon ACP, j'ai mon XACP. Maintenant, allez, on va appliquer la méthode Elbow sur XACP. Et c'est trop technique, hein? Attention. Donc, au lieu de mettre XSS ici, je vais mettre XACP. XACP. Je lance le calcul. Bon, ça prend du temps. Je trace. Allez, je trace. Est-ce que ça s'améliore un peu? Est-ce que ça s'améliore un peu? C'est la même chose. Non, quand même, Omar. En fait, on passe par rapport à l'énergie. C'est plus clair. Ici, écoutez, hein, pour vous dire la vérité, car toi, tu vas travailler sur de vraies données. Je ne serai pas avec toi. On peut dire 6, monsieur. Non, Asma, écoute, je ne suis pas à la dictature. Hein. On n'est pas en Corée du Nord ici. Je ne suis pas en train de vous pousser vers n égale à 6. Pourquoi moi j'ai envie d'avoir 6? Car quand même, la variable cible contient 6 classes. Mais ces gens-là, ils peuvent se tromper, non?
il existe quand même, bon, on regarde qu'à partir de cette, la diminution de l'inertie devient faible. La courbe commence à se stabiliser. Après, là, c'est bon. Bon. Mais regardez, on va faire autre chose. On va travailler, ok, avec les données brutes. Voilà, laissez-moi travailler avec les données brutes, ok, avec X. Et on va voir. On va voir ce que va se passer. Encore une autre fois, l'algorithme Camille, c'est un algorithme qui possède beaucoup d'inconvénients. Maintenant c'est faux, hein, je passe à une inertie égale à 700 000. Donc, je sais a priori que l'algorithme Camille est déjà déstabilisé. Enfin, la cassure se trouve entre 4, 5, 6. Hein, on ne peut pas dire cette groupe. Car déjà, à partir de 6, la diminution devient faible. Donc, 4, 5, 6. Dites-moi combien de groupes y a. Si moi je vous montre tous ces résultats, avec XSS, et avec l'ACP, et puis avec, c'est faux, avec les données brutes, et je te montre le Y quality, eh bien, il y a combien de groupes, d'après vous? Car moi, c'est bon, moi je suis perdu. Hein. Allez, moi je suis perdu. Je ne sais pas. 4, 5, 6. La méthode Elbow ne donne pas de bons résultats. Est-ce que monsieur نحسب minoritaire l'année? Enfin, écoute, si on va mélanger 3 et 4, 7 et 8, donc ça c'est un groupe, donc 4 groupes. Si toi tu mélanges 7 et 8 et tu considères 6, 5 et 4, 3 à part 5 groupes, sinon c'est 6 groupes. De toute manière, on est 4, 5, 6. Sauf attention, l'algorithme Camille. Et autre chose, je n'ai pas encore réglé le problème de la malédiction des grandes dimensionnalités. Bon, on va travailler avec 3 composantes, hein, 0, 0, jusqu'à 3, 0, 1, 2. Ça marche. Le slicing ici. Pourquoi il n'a pas aimé? Pourquoi il n'a pas aimé? Ah non, ça c'est XSS, ça. Non, moi j'ai pas envie de faire ça. Moi j'ai envie d'utiliser XACP. Bon, je fais XACP. 2.03. Je travaille avec 3 composantes. Il existe une cassure en 4 avec 3 composantes. Mais 3 composantes, ce n'est pas 90% d'informations. Hein. C'est moins que ça. Je travaille avec 2 composantes. C'est-à-dire la composante numéro 0 et 1. J'obtiens, bon, maintenant la cassure a disparu. Bon, je travaille avec 4 composantes, 0, 1, 2, 3. Enfin, regardez, il existe une cassure marquée en 5. Bon, j'augmente quand même, bon, je passe à 5 composantes. Chaque fois j'ajoute une composante, j'augmente la quantité d'informations. Là, il existe une cassure au niveau de 6. Je passe à 6 composantes. Bon, enfin, la cassure a disparu. Ben, qu'est-ce qu'on remarque? Ce que je vous conseille, hein, il faut bien regarder les données, comprendre les données.
Puis, appliquer, bien sûr, après, il faut standardiser les données. Sinon, l'algorithme Camille va se déstabiliser. L'algorithme Camille se déstabilise aussi avec le grand nombre de dimensions. OK? Maintenant, le choix de... Donc, maintenant, on est obligé d'appliquer d'autres algorithmes. C'est-à-dire, il faut... Et là, je profite, je vais vous montrer plusieurs algorithmes de segmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on compte 9 algorithmes de segmentation. Density Based Scan, Agglomerative Clustering, Word, Spectral Clustering, Mean Shift, Affinity Propagation, Mini-Batch Camils, Birch, Gaussian Mixture. Donc, toi, à l'aide du module Scikit-Learn, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, là, je vais arrêter, enfin, on dépasse le temps de la séance, mais j'ai envie de dire, il faut, je veux dire, à partir de l'instant où toi, tu ne connais pas le nombre de groupes, le nombre exact de groupes, eh bien, il faut appliquer plusieurs algorithmes de segmentation. Après, tu vas faire des vérifications entre ces algorithmes. Car il y a des cas où les algorithmes basés sur des gaussiennes marchent mieux que les algorithmes basés sur le calcul des distances. Je pense que à partir d'aujourd'hui, personne parmi vous va utiliser Camins. C'est un algorithme vendu avec beaucoup d'inconvénients, mais c'est un algorithme quand même assez rapide et assez intuitif, c'est-à-dire facile. Tu peux même l'implémenter avec Python. Bon, est-ce que c'est clair? Oui. De toute manière, je n'ai pas encore fini, car si on fixe le nombre de groupes à 6, qu'est-ce qu'on fait? Je fais modèle égal à Camins, number of clusters est égal à 6, par exemple. J'aime pas, c'est tiré par les cheveux. Je fais fit predict sur X train, d'accord? J'envoie ça vers train, Y, predict. J'appelle ça YPred. J'obtiens YPred. Voilà. J'obtiens en fait 2, 1, 3. C'est-à-dire, on va affecter chaque point à son groupe. Puis, je fais modèle predict sur X test. Et j'affecte tous les points, tous les jus de test à leur groupe. Bon. Enfin, la semaine prochaine, on va continuer sur l'évaluation de ces algorithmes. Bon, techniquement, c'est bon, on a fini le cours. S'il n'y a pas de questions, je quitte.